Mesdames et messieurs, bonsoir. Imaginez un instant, nous sommes en 1220. Il n'y a pas de grue, pas de calculatrice, pas même un plan imprimé. Et pourtant, à Amiens, des hommes posent la première pierre de ce qui deviendra la plus vaste cathédrale de France. Ce soir, je vais vous raconter comment ils ont fait. Pas avec de la magie, avec du génie. Un génie collectif, empirique, transmis de main en main sur des siècles. Et je vais vous montrer pourquoi, en 2026, ce génie nous concerne encore. Nous allons parcourir 4 grands chapitres ce soir. D'abord, mesurer l'ampleur de l'exploit, parce que les chiffres donnent le vertige. Ensuite, rencontrer les hommes derrière les pierres, ces maîtres d'œuvre, ces tailleurs, ces verriers dont on a oublié les noms. Puis, entrer dans les techniques elles-mêmes, comprendre comment on fait tenir un mur de 40 mètres sans béton armé. Enfin, je vous proposerai une lecture contemporaine. Qu'est-ce que les bâtisseurs de cathédrales ont à nous dire à nous qui construisons des start-up et des logiciels? Parlons chiffres, parce qu'ils sont stupéfiants. Entre 1150 et 1150, en seulement 2 siècles, ce sont 500 cathédrales gothiques qui sortent de terre à travers l'Europe. 500. Faites le calcul, cela représente une nouvelle cathédrale tous les 5 mois, pendant 200 ans. Et nous ne parlons pas de chapelles de village, nous parlons de monuments de 40, 50 mètres de hauteur, sous voûte, capables d'accueillir des milliers de fidèles. Aucune civilisation avant ni après n'a produit un tel rythme de construction monumentale. C'est un Big Bang architectural. Regardez ce chiffre, 500 cathédrales. Il vient des travaux des médiévistes qui ont cartographié le phénomène gothique. Ce qui est fascinant, c'est que ce mouvement n'est pas centralisé. Il n'y a pas de ministère des cathédrales. Chaque diocèse, chaque ville se lance dans son propre projet avec ses propres maîtres, ses propres carriers, et pourtant, une cohérence stylistique incroyable se dégage. Comme si une idée, l'idée gothique, s'était propagée de chantier en chantier plus vite que les messagers à cheval. C'est cela, le premier secret, une contagion de l'excellence. Ce graphique raconte une vérité qui nous échappe souvent. Une cathédrale, c'est un projet qui dépasse la vie d'un homme. Laon, 80 ans. Reims, 90 ans. Notre-Dame de Paris, 182 ans, près de 2 siècles. La moyenne pour les cathédrales gothiques françaises oscille entre 200 et 300. Imaginez, l'ouvrier qui pose la première pierre sait qu'il ne verra jamais la flèche. Son petit-fils non plus, peut-être. Et pourtant, le chantier avance avec une cohérence architecturale maintenue sur des générations. Comment? C'est précisément ce que nous allons découvrir. On imagine souvent le Moyen-Âge comme une époque d'obscurantisme, peuplée de serfs illettrés. Rien n'est plus faux, du moins sur un chantier de cathédrale. Ces chantiers étaient de véritables laboratoires, des creusets où se côtoyaient la culture savante des universités naissantes et la culture technique des maîtres d'œuvre. On y formait des artisans, on y expérimentait des solutions structurelles, on y transmettait un savoir-faire d'une sophistication redoutable. Rencontrant ces hommes. Voici la figure centrale, le maître d'œuvre. Ne l'appelez pas architecte, le mot n'existe pas encore. Lui se nomme maître maçon ou maître d'œuvre, et il est à la fois architecte, géomètre, ingénieur et chef de projet. Son savoir n'est pas livresque. Il est empirique, fondé sur l'observation, la transmission orale et une connaissance intime des matériaux. Prenez Jean de Chelles, qui au XIIIe siècle impose à Notre-Dame de Paris un concept architectural audacieux. De grandes baies vitrées percées dans les murs. Une idée qui transforme la cathédrale en cage de lumière et qui inspirera des générations de bâtisseurs. Son nom, on le connaît uniquement grâce à une inscription sur le transept sud. Une exception, la plupart sont restés anonymes. Regardons maintenant l'organigramme du chantier. Au sommet, le maître d'ouvrage, généralement l'évêque, assisté de la fabrique, qui regroupe le chapitre des chanoines et les autorités laïques de la ville. C'est lui qui tient les cordons de la bourse. Il nomme le maître d'œuvre, qui va concevoir l'édifice et recruter ses troupes. Et là, un personnage fascinant apparaît, le parlier. Son rôle, interprète. Parce que sur un chantier médiéval, on parle une dizaine de dialectes différents, des tailleurs venus de Flandre, des charpentiers de Normandie, des verriers de Lorraine,
Le parlier fait le pont entre ces langues. Jusqu'à 300 hommes travaillent simultanément. C'est une PME avec sa hiérarchie, sa logistique, sa cantine, son infirmerie, un modèle d'organisation. Venons-en au cœur du mystère. Comment fait-on tenir debout un mur de pierre de 40 mètres de haut, percé de fenêtres immenses, pendant 8 siècles? La réponse tient en 3 innovations majeures qui apparaissent toutes au XIIe siècle et se perfectionnent jusqu'au XVe. La croisée d'ogive, l'arc-boutant et une méthode de taille des pierres d'une précision stupéfiante. Détaillons cela. Je vous propose de suivre le cheminement d'une cathédrale de la première pelletée de terre à la dernière rosace posée. Première étape, l'implantation. Le maître trace le plan au sol avec des cordeaux et des piquets, en suivant des proportions géométriques précises. Nous y reviendrons. Les fondations sont creusées, parfois sur 10 mètres de profondeur pour les grands édifices. Deuxième étape, l'élévation. Et c'est là que le génie opère. Chaque pierre est taillée selon un patron individuel dessiné par le maître d'œuvre. Dieter Kimpel, en étudiant les piliers d'Amiens, a démontré que chaque assise était composée de pierres taillées d'après des gabarits uniques. Imaginez la précision. Troisième étape, le voûtement. Ici entre en scène l'innovation clé du gothique, la croisée d'ogives combinée aux arcs-boutants extérieurs. Le poids de la voûte n'est plus porté par le mur. Il est reporté vers l'extérieur, vers le sol, via ces arcs de pierre. Résultat, le mur peut être percé de fenêtres immenses. Enfin, la consécration, on pose la charpente, la toiture et surtout les vitraux, la signature lumineuse du gothique. Pour bien saisir la révolution gothique, il faut la comparer à ce qui la précède. À gauche, le roman, des églises massives, des murs de plusieurs mètres d'épaisseur, des ouvertures minuscules. La voûte en berceau exerce une poussée continue sur toute la longueur du mur. Il faut donc que le mur soit énorme pour résister. Résultat, c'est sombre, c'est lourd. À droite, le gothique. La croisée d'ogives concentre les poussées sur 4 points précis, qui sont contrebutés de l'extérieur par les arcs-boutants. Le mur n'a plus besoin d'être porteur. Il peut s'ouvrir, s'évider, se transformer en dentelle de pierre et de verre. C'est un changement de paradigme total. On passe d'une architecture de la masse à une architecture de la lumière. C'est probablement l'innovation structurelle la plus importante de tout le Moyen Âge. Abordons maintenant ce qui est peut-être le secret le plus fascinant, la géométrie sacrée. Les maîtres d'œuvre ne calculent pas, ils tracent. Ils utilisent la règle et le compas pour définir les proportions de l'édifice selon des rapports géométriques considérés comme sacrés. Le nombre d'or, le rapport entre le côté d'un carré et sa diagonale, la vesica piscis, cette intersection de 2 cercles qui donne la forme ogivale. Ces tracés se transmettent oralement, de maître à apprenti, sur des générations. C'est ce qui explique un mystère. Comment un chantier qui dure 200 ans, avec des équipes qui se succèdent sans se connaître, peut-il produire un édifice d'une cohérence parfaite? La réponse est là. Le plan n'est pas un dessin figé, c'est un ensemble de règles géométriques que chaque génération réinterprète fidèlement. L'école cathédrale de Chartres, fondée par l'évêque Thierry, a été le centre névralgique de cette transmission. Je voudrais faire une pause et vous lire ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry tirés de Terre des Hommes. Saint-Exupéry a saisi quelque chose d'essentiel. La cathédrale n'est pas d'abord un acte de foi, c'est un acte d'amour et d'ambition humaine. Ces hommes qui ont bâti n'ont pas seulement cherché à glorifier Dieu, ils ont cherché à se dépasser, à laisser une trace, à offrir à leur communauté un lieu qui les élève. C'est pour cela que les cathédrales nous émeuvent encore, croyants ou non. Elles sont le témoignage de ce que l'humanité peut accomplir quand elle se rassemble autour d'un projet qui la dépasse. Nous voici arrivés au terme de ce voyage, et je veux vous laisser avec une question. Qu'est-ce que les bâtisseurs de cathédrales ont à nous dire, à nous qui vivons en 2026 dans un monde d'instantanéité, de résultats trimestriels, d'obsolescence programmée? Leur secret, je crois, tient en 3 mots. Transmission. Ils savaient que le savoir ne leur appartenait pas, qu'il devait passer de main en main. Patience. Ils acceptaient de ne pas voir l'œuvre achevée. Et c'est précisément ce qui rendait l'œuvre possible. Audace.
Ils ont osé des structures que personne n'avait jamais tentées. Alors je vous pose la question, quel est le projet pour lequel vous seriez prêt à poser une pierre que vos petits-enfants verront achevée? Merci.